Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi, je suis très heureuse de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Es-tu confortablement installé? Si ce n'est pas le cas, choisis ton coin préféré, prends ta boisson aimée, installe-toi, et on commence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question essentielle. Comment lire efficacement une œuvre littéraire? Quand nous refermons un livre, nous avons parfois l'impression de le connaître. Pourtant, une œuvre littéraire ressemble moins à un objet que l'on termine qu'à une rencontre que l'on approfondit. Plus nous revenons vers elle, plus elle nous révèle de nouvelles choses. Alors, la question reste entière, comment lire efficacement une œuvre littéraire? L'objectif n'est pas seulement de terminer un roman, un recueil poétique, une pièce de théâtre ou une autobiographie. Il s'agit de comprendre l'œuvre, de se l'approprier, d'en retenir les éléments essentiels et de construire progressivement sa propre interprétation. Bien sûr, une fois l'œuvre maîtrisée, il faudra aussi connaître la nature de l'épreuve ou du concours auquel nous nous préparons. Une dissertation, un commentaire, une explication de texte ou un entretien oral ne demandent pas exactement la même utilisation des connaissances. Mais avant de penser à l'épreuve, il faut d'abord connaître véritablement l'œuvre. Nous pourrions donc suivre une méthode en 5 étapes. Première lecture. Deuxième lecture. Recherche, analyse, révision. Ces étapes forment une structure claire. Cependant, la lecture littéraire n'est jamais parfaitement linéaire. Pendant nos recherches, nous pouvons revenir à un chapitre. Pendant l'analyse, nous pouvons relire un passage. Et même pendant la révision, une nouvelle idée peut nous obliger à retourner vers le texte. La méthode est organisée, mais la lecture reste vivante. Première lecture, découvrir l'œuvre. La première lecture est une lecture de découverte. À ce moment-là, nous ne cherchons pas encore à analyser chaque phrase, à repérer toutes les figures de style ou à comprendre immédiatement chaque référence historique. Nous faisons simplement connaissance avec l'œuvre. Nous découvrons l'histoire, les personnages, les lieux, les événements, les principales émotions et les premières questions que le texte fait naître en nous. Nous pouvons noter les passages qui nous étonnent, qui nous émeuvent, qui nous dérangent ou qui nous semblent difficiles. Ces premières réactions sont souvent très utiles, car elles peuvent devenir plus tard le point de départ de notre analyse. Regardons Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Lors de la première lecture, nous découvrons le voyage du Petit Prince, les différentes planètes, la rose, le renard et l'aviateur. Nous pouvons ressentir de la tendresse, de la tristesse ou de la nostalgie, sans encore savoir expliquer précisément pourquoi. Dans l'Avare de Molière, nous rions peut-être devant Harpagon et son obsession pour l'argent. Mais, derrière le comique, nous commençons déjà à percevoir des relations familiales difficiles et parfois même violentes. Avec les Contemplations de Victor Hugo, nous ne suivons pas une intrigue continue comme dans un roman. Nous découvrons plutôt des souvenirs, des paysages, la misère, l'amour, la foi, le deuil et la mort. Nous comprenons progressivement que la disparition de Léopoldine, la fille du poète, constitue une rupture essentielle dans le recueil. Lors de cette première lecture, nous évitons de consulter immédiatement de nombreuses analyses. Les interprétations des autres peuvent être très utiles. Pourtant, elles ne doivent pas nous empêcher de construire notre propre première relation avec l'œuvre. Deuxième lecture, approfondir l'œuvre. La deuxième lecture est plus lente, plus précise et plus active. Cette fois, nous connaissons déjà l'histoire ou l'organisation générale du texte. Nous pouvons donc observer beaucoup plus attentivement les personnages, les thèmes, les motifs, la structure, le narrateur, la langue et le style. C'est à ce moment-là que nous commençons véritablement à faire l'œuvre tienne. Faire une œuvre sienne ne signifie pas lui attribuer n'importe quel sens. Cela signifie apprendre à dialoguer avec elle. Essaie de comprendre les choix de l'auteur, du poète ou du dramaturge. Quelles questions semblent le préoccuper? Quelle vision de l'être humain, de la société ou du monde se construit dans l'œuvre? Attention toutefois, il ne faut pas confondre systématiquement l'auteur avec le narrateur ou avec ses personnages. Un écrivain peut donner la parole à plusieurs voix contradictoires sans partager toutes leurs opinions. Nous pouvons également dialoguer avec les personnages. Pourquoi agissent-ils ainsi? Que désirent-ils? Que craignent-ils? Quels sont leurs rêves, leurs limites et leurs contradictions? Les comprenons-nous davantage à la fin de l'œuvre qu'au début? Avec quel personnage serions-nous capables de discuter pendant 10 minutes? Et quelles questions lui poserions-nous? Cette simple démarche peut nous aider à entrer beaucoup plus profondément dans l'œuvre. Pensons maintenant à La Peste d'Albert Camus.
Lors de la deuxième lecture, le docteur Rieux n'est plus seulement un médecin qui lutte contre une épidémie. Nous observons son refus des grands discours, son attachement aux gestes concrets, sa responsabilité et sa volonté de protéger les autres. Nous remarquons également que les habitants ne réagissent pas tous de la même façon face à l'isolement, à la peur et à la maladie. Certains cherchent à fuir, d'autres acceptent de rester et de participer à la lutte collective. Le roman devient alors une réflexion sur la solidarité, la science, la protection, la responsabilité et la résistance au mal. Dans Le Petit Prince, notre regard évolue également. La rose n'est plus simplement une fleur capricieuse. Le renard n'est plus seulement un animal sympathique. Ils deviennent essentiels pour comprendre l'amour, l'amitié, l'attachement et la responsabilité. Le Petit Prince découvre que la valeur de sa rose vient du temps qu'il lui a consacré. Il comprend également qu'aimer signifie parfois accepter le risque de la souffrance. Avec les mots, Jean-Paul Sartre revient sur son enfance, sa famille, ses lectures et ses rêves de devenir écrivain. Mais il ne présente pas simplement son passé avec nostalgie. Il l'examine avec ironie et lucidité. L'adulte analyse les illusions de l'enfant qu'il a été. Dans Enfance de Nathalie Sarraute, nous découvrons une autre forme d'écriture autobiographique. Deux voix dialoguent. L'une tente de raconter les souvenirs, tandis que l'autre les interroge, les corrige ou les remet en doute. Cette construction montre que la mémoire n'est jamais parfaitement fidèle. Raconter son enfance signifie déjà reconstruire et interpréter le passé. Dans La mare au diable de George Sand, nous suivons l'évolution de Germain et de Marie. Peu à peu, le récit nous conduit à réfléchir à l'amour, au mariage, aux attentes sociales et à l'opposition entre une union fondée sur l'intérêt et une relation fondée sur l'estime et les sentiments. Enfin, dans le récif d'Henri Bosco, la Grèce, l'île de Paros, la mer et la beauté insulaire ne sont pas de simples décors. La lumière, la nature et le paysage participent à la création d'un univers mystérieux. Le lieu devient presque un personnage et permet d'explorer les rapports entre le paganisme, le christianisme et le sacré. Pendant cette deuxième lecture, nous pouvons prendre des notes. Mais attention, si nous soulignons presque toutes les lignes, plus rien ne ressortira. Choisissons quelques passages essentiels, les thèmes qui reviennent, les moments importants dans l'évolution des personnages, les procédés d'écriture les plus significatifs et quelques citations courtes. Nous pouvons aussi noter dans la marge un mot, une question ou un symbole. L'objectif n'est pas de remplir le livre de couleurs, mais de pouvoir retrouver rapidement ce qui nous aidera plus tard. Recherche. Replacer l'œuvre dans son contexte. Après les deux lectures, il est temps d'élargir notre regard grâce à la recherche. Pourquoi seulement maintenant? Parce que les recherches ne servent pas à remplacer notre lecture. Elles servent à éclairer ce que nous avons déjà découvert par nous-mêmes. Nous pouvons commencer par nous intéresser à l'auteur. Il n'est pas nécessaire d'apprendre toute sa biographie dans les moindres détails. Cherchons surtout les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre, son époque, sa formation, ses expériences, ses engagements et sa place dans l'histoire littéraire. Pour le récif, par exemple, la connaissance de la relation d'Henri Bosco avec la Méditerranée et la Grèce permet de mieux comprendre l'importance de Paros, de la mer, de la lumière et du monde insulaire. Avec la peste, le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation éclaire la portée symbolique du roman. La maladie peut représenter différentes formes du mal, de l'oppression et de la violence collective. La recherche porte également sur les mouvements littéraires. Il est important de connaître progressivement les principales caractéristiques du classicisme, du romantisme, du réalisme, du naturalisme, du symbolisme ou encore du surréalisme. Mais ne collons pas simplement une étiquette sur l'œuvre. Les mouvements littéraires sont des repères. Ils ne constituent pas des réponses toutes faites. Victor Hugo appartient au romantisme, mais les contemplations ne se résument pas à quelques caractéristiques apprises dans un tableau. Le recueil transforme le souvenir, la nature, le deuil, la foi et la méditation en une expérience poétique singulière. Lorsque nous retrouvons un élément caractéristique d'un mouvement, demandons-nous toujours comment l'auteur l'utilise. La nature reflète-t-elle les émotions du personnage? Offre-t-elle un refuge? Ouvre-t-elle vers le mystère? Devient-elle une force inquiétante ou une présence spirituelle? Nous pouvons également apprendre quelques titres importants du même auteur, leur genre et leur sujet principal. Il ne s'agit pas de connaître par cœur toute sa bibliographie, mais savoir présenter en 2 ou 3 phrases quelques œuvres représentatives nous aidera à établir des rapprochements dans une dissertation, un commentaire ou un entretien oral. Si nous étudions Saint-Exupéry, nous pouvons connaître également Terre des hommes ou Vol de nuit. Si nous travaillons sur Camus, nous pouvons retenir les grandes lignes de L'étranger ou de L'homme révolté.
Une référence n'est cependant utile que si elle éclaire réellement notre idée. Nous pouvons également mémoriser quelques citations du livre étudié, ainsi que certaines phrases générales de l'auteur. Pas 50, quelques citations courtes, exactes et bien comprises suffisent largement. Et surtout, vérifions toujours leur formulation et leur origine. De nombreuses phrases circulent sur Internet sans source précise ou sont attribuées à tort à des écrivains. Enfin, choisissons nos ressources avec attention. Nous pouvons consulter des ouvrages publiés par des éditeurs reconnus, des encyclopédies, des bibliothèques numériques, des ressources universitaires, des institutions culturelles ou des sites spécialisés en littérature. Demandons-nous toujours qui a publié l'information, si les sources sont indiquées et si elle peut être confirmée ailleurs. Un bon lecteur est aussi un lecteur critique. Un professeur peut naturellement nous aider. Il peut nous orienter, expliquer un passage difficile, corriger une erreur ou proposer une bibliographie. Mais il ne peut ni lire ni penser à ta place. Et si nous n'avons pas la possibilité d'être accompagnés, nous pouvons parfaitement avancer seuls, à condition de travailler progressivement, de vérifier nos sources et de revenir régulièrement vers le texte. Analyse, construire sa propre interprétation. Nous arrivons maintenant au cœur du travail. Analyser une œuvre ne signifie pas répéter une fiche ou réciter une interprétation trouvée dans un livre. Analyser, c'est relier les éléments observés afin de comprendre comment l'œuvre produit du sens. Posons-nous constamment une question très simple. Pourquoi ? Pourquoi ce personnage agit-il ainsi ? Pourquoi cette image revient-elle ? Pourquoi ce passage se trouve-t-il à cet endroit ? Pourquoi le narrateur choisit-il de raconter de cette manière ? Pourquoi cette scène est-elle comique, inquiétante ou émouvante ? Petit à petit, nous comprenons que chaque choix de l'écrivain produit un effet. Dans l'Avare, Harpagon nous fait rire, mais ce rire révèle aussi la violence des relations humaines déformées par l'argent. Dans Le Petit Prince, la rose, le renard, les étoiles et le désert ne sont pas seulement des éléments de l'histoire. Ils acquièrent une valeur symbolique. Dans les contemplations, la nature accompagne les souvenirs, le deuil et la méditation. Elle peut refléter la douleur du poète, mais aussi ouvrir vers l'infini et le sacré. Dans Enfance, le dialogue entre les deux voix n'est pas seulement une originalité formelle. Il exprime le doute, la fragilité de la mémoire et la difficulté de raconter le passé avec sincérité. Dans Les mots, l'ironie permet à Sartre adulte de prendre ses distances avec l'enfant qu'il a été et de déconstruire ses anciennes illusions. Dans Le Récif, la beauté insulaire, la mer, la lumière et le mystère transforment l'espace grec en lieu symbolique et spirituel. Nous pouvons également rapprocher plusieurs œuvres. Les mots et Enfance appartiennent tous les deux à l'écriture autobiographique, mais ils ne racontent pas le passé de la même façon. La mare au diable et Le Petit Prince parlent tous les deux de l'amour, mais l'un l'inscrit dans les questions du mariage et de la société, tandis que l'autre l'associe à l'apprivoisement, au temps consacré et à la responsabilité. Ces comparaisons enrichissent notre culture littéraire et nous aident à comprendre que les œuvres dialoguent entre elles. Nous pouvons naturellement consulter les analyses proposées par des éditeurs ou des spécialistes. Mais nous ne les apprenons jamais mécaniquement. Nous les confrontons à notre propre lecture, à notre sensibilité et surtout au texte. Nous pouvons être particulièrement sensibles à la solitude d'un personnage, à la violence familiale, à la dimension spirituelle d'un lieu ou à la fragilité d'un souvenir. Cette sensibilité est importante. Elle nous aide à choisir une direction. Mais elle doit être accompagnée de preuves. Une interprétation personnelle n'est pas une interprétation arbitraire. Elle doit toujours s'appuyer sur le texte. Révision, mémoriser et mobiliser ses connaissances. Une fois l'œuvre lue, étudiée et analysée, il faut encore retenir l'essentiel. Relire plusieurs fois les mêmes notes n'est pas toujours suffisant. Nous pouvons créer des fiches synthétiques avec l'auteur, le contexte, les personnages, les thèmes, la structure, les procédés d'écriture, quelques citations et plusieurs problématiques possibles. Nous pouvons également réaliser des cartes mentales afin de visualiser les liens entre les informations. Pour La Peste, par exemple, nous associons au rang, l'isolement, la peur, la protection, la science, le docteur Rieux, la solidarité et la Seconde Guerre mondiale. Pour Le Petit Prince, nous organisons une carte autour du voyage, de la rose, du renard, de l'amitié, de l'amour et de la responsabilité. Pour les contemplations, nous regroupons les souvenirs, le deuil, la mort de Léopoldine, la nature, la misère, la foi et la méditation. Nous pouvons aussi enregistrer nos propres explications et les écouter plus tard. Évitons cependant de lire simplement des pages entières. Préparons plutôt de courts enregistrements autour d'une question précise. Comment la peur est-elle représentée dans La Peste ? Quel rôle le renard joue-t-il dans Le Petit Prince ? Comment la mémoire fonctionne-t-elle dans Enfance ?
Pourquoi Harpagon est-il à la fois comique et inquiétant dans l'Avare? Nous pourrions également essayer de raconter l'œuvre à voix haute sans regarder nos notes, de présenter un personnage ou d'expliquer un thème en quelques minutes. Cet exercice nous oblige à sélectionner les idées essentielles, à les organiser clairement et à vérifier si nous sommes réellement capables de les expliquer avec nos propres mots. Finalement, lire efficacement une œuvre littéraire ne consiste pas à tout mémoriser. Lors de la première lecture, nous découvrons l'œuvre. Lors de la deuxième, nous l'approfondissons et nous commençons à dialoguer avec elle. Grâce à la recherche, nous la replaçons dans notre contexte. Par l'analyse, nous construisons notre propre interprétation. Et, grâce à la révision, nous transformons cette lecture en une connaissance durable. Une fois ce travail accompli, nous sommes prêts à adapter nos connaissances aux exigences d'une dissertation, d'un commentaire, d'une explication de texte, d'un entretien oral ou de tout autre exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, pense à mettre un gros pouce bleu, c'est un petit geste qui nous aide énormément. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.